Voilà, pardon. Un petit souci technique. Est-ce que Julien, tu peux confirmer que tu vois l'écran, la présentation en mode Plein écran, oui. plein écran? Ouais. Parfait. Ok. D'accord. Alors c'est parti. Merci beaucoup à tous de rejoindre ce webinaire. Merci à Julien pour l'invitation. Donc comme vous avez compris, on va parler pas trop de radiopharmacie pure et dure aujourd'hui, mais surtout d'exposition de radioprotection et puis d'exposition des équipes de médecine nucléaire et de radiopharmacie dans le cas de la manipulation de gallium-68. Je vais vous garder pendant une trentaine de minutes et une trentaine de slides. En premier lieu, je vais vous donner un petit coup d'œil sur ce que c'est que Rados et dans quel contexte a été présenté ce travail. Un petit rappel qui fait jamais de mal sur les effets, les limites de l'exposition des mains et puis la manière de surveiller tout ça de la manière la plus efficace possible. Ensuite, un coup d'œil sur une étude qui a été menée depuis 2020 jusqu'à 2022. On a publié les résultats en début d'année. Un coup d'œil sur ce qui est en train de se faire actuellement sur le lutetium-177 et une conclusion pour laquelle je serai évidemment disponible pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur le sujet. Un petit mot juste sur moi. Je m'appelle Nicolas Cherboin. De formation, je suis manip radio en médecine nucléaire et puis suite à des formations supplémentaires, actuellement, je suis expert en radioprotection pour le CHU à Lausanne. Alors, peut-être un mot sur le contexte. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe qui s'appelle Eurados. Eurados, c'est un réseau européen d'institutions et de scientifiques, alors qui ne sont pas salariés par le réseau, mais qui sont volontairement en lien les uns avec les autres dans tout un tas de working groups. Et puis là, les groupes qui pourraient avoir des impacts ou pour lesquels vous auriez pu déjà avoir des inputs en radiopharmacie, en médecine nucléaire, ce serait le Working Group 12 qui s'occupe de la dosimétrie euh, soit des patients, soit des professionnels de santé dans le monde médical. Et puis, on a aussi des relations avec l'Association européenne de médecine nucléaire, le l'EANM, pour des projets communs entre la dosimétrie des patients et du personnel. Donc, il y a des collaborations au niveau européen avec d'autres associations faîtières. À l'intérieur de ce Working Group 12 qui s'occupe de la dosimétrie dans le monde médical, on a fait un petit focus group pour le gallium-68. Puis voilà, je vous présente ici juste les noms des personnes qui ont participé, qui sont les gens qui ont élaboré les récoltes de mesures que vous allez voir plus tard et puis qui ont analysé les résultats. Vous voyez que c'est assez transversal. Alors malheureusement, il n'y a pas de collègues français dans ce groupe-là, mais il y a déjà beaucoup d'implications françaises, notamment avec beaucoup de personnes de l'IRSN qui donnent de leur temps pour Eurados. Dans ce groupe, je souligne aussi que le leader, c'est Robert Collard aux Pays-Bas et le principal travail sur le focus group Gallium-68 a été fait par Anne McCann en Irlande, à Dublin. Tout ce que je vous dis plus tard sur le côté Gallium-68, tout a été publié en open access. Donc là, je vous ai mis le titre de l'article et puis le lien vers la publication. Vous pouvez la retrouver en tout temps. Et puis, si vous avez des questions qui viennent a posteriori là-dessus, ben, comme ça, vous savez que vous pouvez reconsulter le papier, voire recontacter les auteurs. Moi, je suis vraiment à disposition si vous avez des questions, des commentaires ou des envies de participer à des récoltes de données ou à des analyses dans vos centres respectifs. On est toujours ouvert à des collaborations avec le nombre le plus large possible de collègues un peu dans toute l'Europe. Alors, si on en vient au cœur du sujet, ça a commencé très tôt, les questions de protection de la peau, et puis je trouve assez rigolo
de voir cet extrait des œuvres de Pierre Curie. Donc ça a commencé en plus en France. Euh, qui peut nous choquer nous parce que évidemment on fait tout pour que vous ayez pas trop de contamination sur les mains ou d'exposition trop élevée pour prévenir principalement les effets déterministes, hein. Ce qui nous fait peur, nous, ça serait plutôt les, les lésions radio-induites de la peau. Et bon, bah, il y a plus d'un siècle, on se posait pas trop la question, on faisait même le contraire. Là, ce qu'il avait fait, c'était qu'il s'était peint un peu de peau avec du radium 226, et puis il a été tout intéressé de pouvoir publier ensuite ce qui a été fait et les résultats qu'il a pu observer sur son propre bras. Voilà. Euh, bah, un bon gros siècle plus tard, on est un petit peu plus prudent que ça. Et maintenant, on a eu des développements scientifiques normalement en métrologie et puis beaucoup de connaissances épidémiologiques qui ont amélioré notre recul sur les effets de ces radiations. Et puis, on peut se permettre de non seulement y poser des limites, mais aussi de mieux la surveiller. À surveiller l'exposition de la peau, ça se fait avec une grandeur qui s'appelle HP 007. Pourquoi 007? Bah, c'est des millimètres. 0,07 millimètres, c'est la profondeur à laquelle le rayonnement a passé une couche cornée qui est morte, hein, puis dont l'irradiation n'a aucun effet sur nous. Mais à partir de cette profondeur-là, on peut commencer à irradier des cellules vivantes de l'épiderme. Et puis, ben, c'est à cette profondeur-là qu'on veut savoir ce qui commence à se passer au niveau de la peau et comment l'énergie des radiations est déposée. Alors, comment ça se fait au quotidien? Ben, vous le savez déjà, vous avez probablement des bagues dosimétriques à disposition et que vous pouvez porter pendant le travail de tous les jours. Alors, ces bagues, la plupart du temps, elles contiennent un dosimètre passif qui est un dosimètre thermoluminescent. On a aussi d'autres modèles avec d'autres systèmes de luminescence stimulés par la lumière, par des ultraviolets. Enfin bon, le système est toujours le même, hein. De toute façon, vous avez un laboratoire qui vous envoie la bague, vous la portez pendant une période en général mensuelle, vous la renvoyez au laboratoire et puis vous avez des résultats. Le problème, c'est que vous avez beaucoup de centimètres carrés de peau sur la main, et puis vous avez surtout des parties de la main et des doigts qui sont pas du tout exposés de la même manière quand vous manipulez directement des sources radioactives dans vos laboratoires. Les bases légales qu'on a, en tout cas par exemple en Suisse, elles sont assez prudentes. Elles disent vous devez porter la bague à l'endroit où on attend la dose la plus élevée, ce qui n'est pas forcément évident à déterminer au premier coup d'œil. Alors là, je voudrais vous parler juste un petit aparté d'une initiative qui s'est déroulée il y a une dizaine d'années, autour de 2010-2011, un tout petit peu plus, avec le groupe de travail Oramed, qui était déjà un groupe supporté par le réseau Rados, et puis qui était un groupe de travail européen avec un financement européen. Euh, un des groupes, une des tâches de ce groupe de travail qui voulait optimiser la radioprotection des équipes médicales, c'était de dire, mais bon, pour les personnes qui manipulent des sources, où est-ce qu'on attend justement cette fameuse dose la plus élevée au niveau des mains? Euh, Ce qui a été fait à l'époque, bon, il y a eu pas mal de simulations Monte-Carlo d'un côté, je ne vais pas en parler. Par contre, il y a beaucoup de vos collègues dans les départements, les services de médecine nucléaire, dans les unités de radiopharmacie, qui ont eu la tâche extrêmement désagréable de porter en permanence des gants supplémentaires avec des dosimètres collés à des points stratégiques, et puis de travailler comme ça, avec des couches de gants en plus. Alors bon, on est bien conscient que c'est pas agréable du tout, et puis que c'est pas facile, mais des fois, c'est la seule manière qu'on a pour récolter des données dosimétriques sur l'ensemble de la main en dehors des simulations numériques, quoi. Donc, c'est ce qui a été fait dans toute l'Europe, dans plein de centres, on a trouvé des volontaires. Et puis, ça a permis de répondre à une question déjà importante, quel est l'endroit où on attend la dose la plus élevée? Bon, alors, c'est classiquement le bout de l'index de la main non dominante. D'accord. Donc, en théorie, si vous êtes droitier, le meilleur endroit pour mettre un dosimètre et puis être le plus proche possible de ce que du maximum d'exposition de la peau de vos mains,
c'est la pulpe au bout de l'index, côté palmaire. C'est évidemment pas très pratique, et puis vous voyez déjà, même ça, c'est déjà un petit peu sous-estimé par rapport à la réalité. Euh, le deuxième point qui est disons, optimal entre l'ergonomie et puis le biais qu'on peut avoir sur la dose réelle la plus élevée, eh ben, c'est toujours sur la main non dominante, donc la main gauche si vous êtes droitier, à la base de l'index, avec le dosimètre tourné vers l'intérieur, côté paume. D'accord. Et puis ça, c'est une des principales euh, un des principaux messages qui a été donné à partir de 2010-11 dans toute l'Europe sur les bonnes pratiques pour surveiller l'exposition des mains, c'est de porter sa bague à la main non dominante, à la base de l'index. C'est le cas pour les procédures diagnostiques, mais aussi thérapeutiques. Puis vous voyez que ça a permis aussi d'avoir des messages qu'on a dit qu'en médecine nucléaire, on abandonnait quasiment tout ce qui était des solutions avec de la dosimétrie au poignet, parce que là, vous avez des telles différences entre ce que le dosimètre voit au poignet et ce que les doigts peuvent réellement recevoir que vraiment on risque de sous-estimer de manière assez dramatique l'exposition des doigts. Donc, le message principal, c'est que le dosimètre doit être porté du côté palmaire, sur la main non dominante, à la base de l'index. Et puis ça, c'est pas encore le cas partout. Le message n'est pas encore installé partout, mais en tout cas, il est clair. Euh, à cette occasion, puisqu'on a eu beaucoup de monde de beaucoup d'endroits qui ont travaillé avec des dosimètres, on a pu aussi faire une sorte parce que vous voyez sur ces histogrammes, on voit très bien qu'il y a une très très grande dépendance interpersonnelle de la dose qu'on reçoit, même quand on normalise par rapport à la quantité de radioactivité qui a été manipulée. Et puis à l'époque, on avait vu que, bah, vous voyez là sur je vais mettre le petit pointeur pour que ça verrait mieux. Là. Sur ce graphique de gauche qui parle du technétium 99M, eh ben, vous avez facilement un facteur euh, 100 voire plus entre la personne qui reçoit le moins de doses et la personne qui reçoit le plus dans toute la cohorte de travailleurs qui ont participé à cette étude-là. C'était pareil pour le fluor 18 et puis j'attire votre attention que sur l'axe vertical, hein, il va 2 fois plus haut, il va jusqu'à 5000. Donc le fluor 18 est plus irradiant euh, par unité d'activité similaire quand on le manipule. Un troisième enseignement de ce groupe Oramed, c'était qu'on a pu mettre en évidence par tout l'environnement de travail, l'expérience des personnes, le matériel de protection qui est à disposition, quels étaient les facteurs qui allaient le plus influencer la dose. Et assez logiquement, le fait de travailler avec ou sans blindage est évidemment un des effets significatifs les plus flagrants sur les hautes doses versus les plus basses doses. Voilà, donc là, ça mettait aussi en évidence l'importance de travailler avec des blindages. Et puis ça, bah, je rappelle, c'était dans les années, enfin, bon, j'ai participé à cette récolte de données dans les années 2010, par là. Eurados a continué son travail, a continué un peu une surveillance du milieu de la médecine nucléaire en Europe. Et puis, une tendance très nette qui se dessine, c'est qu'on a quand même des isotopes qui, fin des années 2008-2010, quand on discutait, on mettait beaucoup l'accent sur, technétium, fluor 18 et yttrium 90 pour les thérapies. Et puis, ben, quand on compare avec l'activité qu'on a actuellement, on voit quand même que le gallium 68 et le lutetium 177 ont quand même pris énormément de volume d'activité avec des nouvelles indications, des nouveaux radiopharmaceutiques et des grosses activités qui sont aussi manipulées. Et bah, à ce titre, on a voulu faire une petite surveillance de ce qui était publié depuis Oramed, donc depuis 10-12 ans dans le domaine. Et puis on voit que bah, assez logiquement, on retrouve beaucoup de publications dans le trio technétium 99M, yttrium 90, fluor 18, mais très peu pour le gallium 68 et le lutetium 177. Donc, il en découle une question déjà. Pourquoi on manque de données sur l'exposition des travailleurs pour ces nouveaux isotopes, alors qu'ils s'imposent quand même dans le terrain clinique de plus en plus? Et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon, ça allait un peu vite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour
éviter que ça irradie trop le personnel. Et là, bah, on se dit: «Bah, on va relancer des choses similaires à ce qui a été fait à Euramed, mais en se concentrant sur ces nouveaux isotopes et en particulier sur le gallium-68, en priorité». Pourquoi le gallium-68? Bah, effectivement, on avait peu de données. Par contre, si on regarde les émissions, on peut partir de l'idée que ça ressemble à du fluor-18. C'est pas tout à fait le cas parce que faut pas oublier que, bah, tous les positrons qui sont émis, bah, c'est du rayonnement bêta et puis avant qu'il y ait des annihilations, avant, avec des électrons et qu'il y ait, les fameux gamma de 511 keV, qu'on utilise pour l'imagerie PET, et ben, ce positron, il va aussi interagir avec la matière, il va aussi déposer de l'énergie, il va aussi donner de la dose. Et l'énergie maximum des positrons émis par le gallium-68 est beaucoup plus élevée que l'énergie maximum des positrons émis par le fluor-18. Et ça, on sait que pour le fluor-18, il y a déjà une bonne proportion de la dose à la peau qui provient de, de ces interactions des positrons avant qu'il y ait des annihilations et des rayons gamma. Donc là, évidemment, si on a des positrons qui ont plus d'énergie, on se demande, mais est-ce que ça risque d'amener un surplus significatif de doses pour les travailleurs? Alors, ça, c'était le principal, donc le rationnel, hein, ce qui a motivé à se pencher d'abord sur le gallium-68 dans les pratiques et dans la dosimétrie. Et puis après, on a remarqué aussi que par rapport à ce qu'on connaissait avant du technetium 99M ou autre, eh ben, les prothèses, ils pouvaient être localement très variables. C'est-à-dire, qu'ils pouvaient, d'un centre à l'autre, on pouvait avoir des blindages différents, on pouvait avoir, des opérateurs avec des expériences différentes, des dosimètres différents aussi. C'est pas dit qu'un dosimètre, il est aussi performant pour, le fluor-18 que pour le gallium-68 et puis des process différents. Certains d'entre vous ou certains en tout cas, du groupe travaillaient avec des générateurs de gallium à base de germanium, mais d'autres recevaient des doses, toutes prêtes. Certains faisaient des opérations de marquage, certains, utilisaient que des kits comme, le NetSpot, à l'époque et donc il y avait, d'un site à l'autre, il y avait quand même des différences significatives dans l'environnement et puis les procédures de travail. Ça, on a voulu le prendre en compte aussi. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Heu, Bah, on a déjà contacté un tas de personnes pour essayer de voir qui était intéressé. On a fait quelques, mesures, pour voir comment ça marchait. On a mis en place, des protocoles et on a, élaboré un questionnaire qui permettait aussi de, non seulement demander à des sites de participer à des récoltes de données en portant des bagues, mais, en décrivant également à côté, leur environnement de travail dans l'espoir d'isoler quelques éléments qui pouvaient, contribuer ou, ou, aider à, économiser de la dose, ou en étant plus efficace que d'autres pour le blindage, par exemple. Le principal, c'est qu'on a surtout demandé aux travailleurs de porter une bague supplémentaire spécifique pour le gallium-68. C'est-à-dire que, en plus de la bague de routine, je dirais, pour, connaître l'exposition globale de la personne pendant son travail, on demandait des bagues supplémentaires et puis, les travailleurs, bah, ils portaient la bague quand ils commençaient à travailler avec du gallium, ils l'enlevaient quand ils avaient fini leurs activités et qu'ils passaient à un autre isotope, hem et à côté, ils remplissaient, des, logbooks pour qu'on ait une idée de la quantité globale de gallium qui avait été manipulé et puis surtout pour quel type d'activité, hein. Il y a certains travailleurs peut-être faisaient des opérations de synthèse, d'autres des opérations plus de marquage, de préparation de seringues ou bien d'injection directement au patient. Et puis on a décidé de suivre, en tout cas pour la plus grande, partie, des données, les conclusions qu'on avait déjà de Ramed, c'est dire: «Bon, a priori, l'endroit où on attend toujours les doses les plus élevées, c'est toujours censé être la base de l'index de la main non dominante». Ce qui n'était pas dit d'emblée parce que finalement, quand on a fait ces études, au Ramed, il y avait pas tant d'opérations de synthèse que ce qu'on voit maintenant. C'était beaucoup des kits, c'était beaucoup du fluor-18 FDG, qui était prêt à l'emploi et donc on a, d'une certaine manière aussi,
des nouveautés dans les manipulations qui sont faites et les endroits où on les manipule, tous ces radiopharmaceutiques à base de gallium. Alors, ce faisant, bah, on a fait à peu près, voilà, ça c'est juste un œil sur le type de questionnaire et puis tel qu'il nous revenait après avoir été rempli par nos contacts dans les différents centres. Vous voyez que les gens pouvaient dire s'ils étaient droitiers, gauchers, où est-ce qu'ils portaient la bague. Ils pouvaient enregistrer l'activité totale manipulée, déclarer les doses qui avaient été relevées sur ces bagues, et puis nous envoyer tout ça pour qu'on puisse de notre côté avoir une analyse un peu plus fine de tous ces éléments. On leur demandait aussi quelles étaient les épaisseurs de blindage de leur protège-seringue, les épaisseurs de blindage de leurs activités. Ce qui nous est revenu, c'est ce genre de tableau. Alors, vous voyez qu'il y a eu 8 centres au final qui ont participé à ces à ces présentations-là. La plupart des centres travaillaient avec beaucoup de patients avec du Dotatoc ou du Dotatate, principalement, pardon, il y a un passage automatique des slides. Alors, je vais juste, des fois, ça passe un peu trop vite. Petit problème technique, excusez-moi. Non, non, quand j'ai une vidéo, putain, j'ai coupé la fin de la vidéo. Il y avait une vidéo. Bon, c'est fini. Non, non. Je reviens vers vous tout de suite avec le partage, pardon. Voilà, navré. Julien, si tu es toujours là, tu peux confirmer que vous avez de nouveau la présentation en plein écran? Oui, c'est bon. Ok, merci. Pardon, je reviens un petit peu en arrière. J'avais un passage automatique des slides qui était un peu gênant, mais normalement, je l'ai désactivé. Alors, on a discuté avec ces 8 centres qui nous ont envoyé toutes leurs données sur plusieurs mois, hein, avec des données qui étaient récoltées à une échelle mensuelle. Et la plupart de ces centres, bah, en 2000, c'était fait à peu près en 2020, hein, ces récoltes de données, avaient quand même pas mal de patients encore d'Otatoc ou d'Otatate, surtout avec les Lutathera. Et certains, enfin une bonne partie des centres faisaient aussi déjà des patients qui recevaient du PSMA. Lutathera, pardon, ça c'était pour le lutatium. Là, c'était c'était le NetSpot à l'époque. Ou alors ils faisaient leur synthèse eux-mêmes de Tatoc ou de Tatate. Il y avait un centre qui faisait aussi du RGD qui ont été pris. Alors c'était juste anecdotique par rapport à l'activité de Tatate et puis PSMA, mais ça a été quand même pris en compte dans ces données-là. Et puis on avait demandé au centre aussi de nous montrer comment ils choisissaient de travailler pour ce qui suivait des niveaux de référence diagnostique, quelle était l'activité administrée par patient pour qu'on puisse comparer tout ça. Et on a demandé au centre de nous décrire leur environnement de travail. Et puis, bon, alors c'est pas, il n'y a pas besoin de commenter trop, mais on voit que la plupart travaillent quand même avec des bons blindages de l'ordre de 30 à 50 mm de plomb sur des enceintes blindées ou des isolateurs, des boîtes à gants blindées. Pareil, on leur a demandé avec quoi ils travaillaient au niveau des blindages de flacons, des blindages de seringues. J'attire votre attention qu'il y a quelques centres qui étaient sur l'ordre de 4 à 5 mm de tungstène, des choses qu'on voit peut-être plus pour des basses énergies comme le technétium 99M. Et puis, on pense que ça a eu un effet, je vais en parler un peu plus tard. Le résultat final, c'est peut-être le message principal ici de cette présentation, bah, c'est que globalement, tous les centres étaient euh, assez comparables. On avait 2 centres qui recevaient un petit peu plus de doses que les autres. On va regarder un peu après ce qu'on a pu faire comme hypothèse pour l'expliquer. Mais la plupart du temps, les centres ont démontré des expositions des mains des collaborateurs similaires une fois que c'est normalisé par l'activité manipulée, hein. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que la médiane est aux alentours de 200 microsieverts par gigabecquerel. Donc, c'est pas trop inquiétant par rapport aux limites annuelles qui sont de 500 millisieverts. On a vraiment
commencé à manipuler énormément de gallium 68 pour que ça devienne problématique du point de vue du respect des limites. On a quand même été regardé par rapport à ce qui a été publié dans Aramed, et puis si vous revenez sur le tableau que j'ai montré un peu plus tôt, ben, vous voyez que on n'est pas très loin de la manipulation des doses qui avaient déjà été enregistrées pour les manipulations de F-18. Alors, cette inquiétude sur l'énergie supérieure des positrons du gallium-68, bon, elle est justifiée à la base, mais elle s'avère finalement pas si significative que ça en pratique, parce que la plupart du temps, si on travaille avec des bons blindages, ce positron, eh ben, il va être suffisamment atténué dans les blindages, et à la fin, on se retrouve quand même uniquement avec les rayonnements gamma qui vont euh, contribuer à la dose aux mains des travailleurs. Euh, on s'est quand même demandé si on pouvait séparer d'un côté des personnes qui travaillent plutôt dans le côté laboratoire, radiopharmacie, et puis le côté administration aux patients, un peu plus clinique, médecine nucléaire. Et puisqu'on avait demandé aux gens de décrire qu'est-ce qu'ils faisaient comme activité dans leur logbook, eh ben, on a pu faire ça. Et puis on voit au final que c'est assez similaire, hein. Si on regarde les doses normalisées, c'est-à-dire toujours en se rapportant au gigabecquerel manipulé, et ben, une personne qui travaille au laboratoire à faire des synthèses, et une personne qui travaillerait auprès d'un patient en médecine nucléaire pour injecter le radiopharmaceutique qui a été synthétisé, ils sont irradiés au niveau des mains de la même manière. Là où on voit des différences, bah, c'est en activité en dose absolue, puisque en général, les gens qui travaillent au laboratoire ils vont manipuler des synthèses avec le produit de leur générateur souvent, donc ça fait des activités qui vont jusqu'à de l'ordre du gigabecquerel, alors que les injections aux patients, on va être plutôt entre 150 et 200 mégabecquerel. Donc à la fin, évidemment, ça fait une petite différence. Mais sur les aspects normalisés, voilà, c'est très démocratique, tout le monde est irradié pareil, que vous soyez en train d'injecter un patient ou bien de mettre les mains dans une boîte à gants au labo, vous avez le même niveau d'exposition. D'autres questions qu'on s'est posées, bah, je vous le disais avant, on s'est dit, mais bon, est-ce qu'on est vraiment en train de continuer à suivre Ramed, ou est-ce que ces nouvelles pratiques, le fait de faire des synthèses, des choses qui n'avaient pas été prises en compte, alors je ne dis pas que ça n'existait pas, mais simplement c'est pas très flagrant dans des reconstitutions de clit, de diphosphonates avec du technétium 99M à l'époque, alors que maintenant on a quand même complexifié les tâches, et on se demande si la complexification des tâches qui apparaît plus avec le gallium a une influence sur les doses. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même regardé dans des sous-groupes, pas tous les centres ont fait ça, mais certains ont regardé euh, un peu ce qui avait été fait pour Oramed, en se disant, bah, je vais mettre plusieurs dosimètres un peu partout sur la main. Et puis là, bah, principal message, on est assez rassuré, c'est toujours sur la main non dominante, à la base de l'index, qu'on trouve le plus de doses. Il n'y a pas besoin de changer les messages qui ont été donnés à l'époque. Ça reste la bonne pratique de porter le dosimètre à cet endroit-là, parce que même quand on commence à faire des synthèses, travailler avec du gallium, des générateurs de gallium 68, on a un message qui n'est pas changé. L'autre chose qu'on a fait, c'est se dire, oui, mais alors, quel est le rapport entre le dosimètre qu'on va avoir à la base du doigt et la dose maximum qui serait attendue, elle, plutôt au bout de l'index? Alors ça, c'était fait aussi. Et puis, dans certains centres, sur un nombre limité de manipulations, parce que c'était tout de suite un peu plus compliqué, mais on voit qu'il y a un rapport de dose assez, assez similaire entre les deux centres qui ont fait ça, qui est à peu près un facteur 4. D'accord. Donc ça veut dire que ce que votre bague vous dit en lecture brute, quand vous la portez à la base du doigt, c'est à peu près sous-estimé d'un facteur 4 la dose réelle qui a été vue par vos mains à l'endroit le plus chaud, si on peut l'exprimer comme ça. Voilà, ça c'est important, pas seulement pour pouvoir dire aux gens où est-ce qu'il faut mettre le dosimètre, parce que bon, on va pas demander de le porter au bout du doigt, on sait bien qu'il faut quand même une certaine dextérité, et puis on va pas dégoûter tout le monde de bosser avec des trucs partout sur les doigts. Euh, Par contre, au niveau des autorités ou des personnes qui s'occupent de la dosimétrie, c'est un message qui peut être important, hein. Je connais surtout le cas suisse où, en fait, on a introduit dans la législation un facteur 5.
C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les mesures de bague et on va tout multiplier par 5 pour obtenir la dose qui va être retenue comme étant la dose du travailleur au niveau des extrémités. Et ça, c'est vraiment pour prendre en compte cet effet-là, que la bague, elle, même si on l'apporte à l'endroit au meilleur compromis, place, exposition, eh ben, elle sous-estime toujours la réalité. Et puis, on peut le compenser avec des facteurs si on les connaît assez bien. Bon. Ça veut dire que là, si on a un facteur 4, eh ben, on est toujours dans les clous avec une législation qui nous oblige à, de toute façon, multiplier par 5 toutes les doses qu'on voit passer. La discussion qu'on a eue là-dessus, bah, c'est que faut faire attention. La bague, ben, je viens de le dire, elle est utile et puis elle est le mieux placée à un endroit donné, mais ça ne veut pas dire qu'elle a la vérité absolue puis qu'elle vous dit exactement le maximum que vous recevez au niveau des mains. Mais bon, le message principal, il est plutôt rassurant, c'est que si vous avez des blindages adéquats, vous aurez vraiment peu d'exposition due au gallium. En tout cas, le gallium n'est pas une source d'exposition qui est significativement plus intense que d'autres émetteurs TEP que vous pouvez utiliser dans vos laboratoires, hein. Et puis sur les données qu'on avait, typiquement, on avait 3/4 des travailleurs, quand on regardait vraiment ce qu'ils recevaient, hein, sans normalisation, rien du tout, mais vraiment leur exposition individuelle, ils recevaient moins d'1 millisievert par mois. Et 95 étaient à moins de 3 millisieverts par mois. Donc, vous voyez qu'en termes de dosimétrie annuelle, si on ne compte que le gallium 68, on ne s'attend pas à atteindre euh, des niveaux proches des limites. D'accord. Bon, évidemment, après, il faut rajouter toutes les autres sources de votre pratique quotidienne, mais le gallium, en tout cas, il n'est pas plus méchant que les autres. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Euh, Même si en proportion, travailler au labo et travailler auprès, pour les injections aux patients par gigabecquerel, c'est la même chose. Ben, je vous l'ai dit, si on regarde le groupe qui travaille au labo, globalement, ils manipulent plus d'activités, donc ils ont quand même des doses au final individuelles qui sont un peu plus élevées. Et puis encore une chose qu'on avait regardé, c'est que il n'y avait pas tant de différence entre des gens qui réalisent des synthèses complètes, avec même avec des élutions manuelles ou automatisées, par rapport à des groupes ou des labos qui feraient plus uniquement de l'activité sur des kits ou même certaines fois ils travaillaient avec des flacons livrés prêts à l'emploi. Euh, on n'a pas trouvé de différence significative. Voilà, donc ça, c'est peut-être aussi un message rassurant. Quand on fait les synthèses, c'est pas des opérations qui sont significativement plus irradiantes que d'autres activités, entre guillemets, plus simples. Après, on avait quand même un cas un petit peu problématique, c'était ce centre numéro 4, parce que sur le papier, il n'avait pas vraiment de différence avec les autres. Et puis, on a quand même cherché à expliquer, puisqu'on a remarqué que c'était un des seuls centres qui utilisait seulement 4 millimètres de plomb équivalent sur les protèges-seringues, alors que la plupart des autres centres avaient au moins 7 à 8 millimètres de plomb ou de tungstène, en particulier plutôt du tungstène. Du coup, on a cherché un petit peu dans la littérature, on a fait quelques simulations Monte-Carlo, quelques tests en pratique, et puis on voit que si vous passez de 4 millimètres de plomb à 7 millimètres de tungstène, vous avez quand même vraiment une réduction significative de l'exposition avec un facteur 3. Donc ça, c'est aussi des discussions qu'on a eues avec, par exemple, Julien et puis toute l'équipe de radiopharmacie ici. Avec le développement de leur activité au gallium, ils cherchaient un peu d'acheter le meilleur matériel possible avec aussi un compromis avec le poids. Et puis là, avec ce genre de graphique, on peut montrer qu'on a certains services qui travailleraient qu'avec 4 millimètres de plomb. On voit à l'échelle d'une étude comme ça que ils sortent avec des expositions plus élevées que le reste. Par contre, après, passer de 7 à 9 millimètres de tungstène, c'est plus cher, c'est plus lourd, c'est plus embêtant. Et peut-être que le 7 millimètres de tungstène, c'est le bon compromis pour travailler avec des émetteurs TEP, en particulier le gallium 68 dans ce cas-là.
Donc ça, c'est peut-être aussi un message important sur le choix du matériel que vous avez à faire quand vous commandez. Il y a des fois des catalogues assez pléthoriques, et puis là, vous pouvez peut-être vous concentrer. Si vous savez que c'est du matériel dédié Gallium 68 ou TEP, on peut se concentrer sur du 7 mm de tungstène. Une autre chose qu'on a fait, c'est regarder aussi par rapport à la charge de travail liée au Gallium 68, ce que ça représentait par rapport à d'autres activités du même service. Alors ça, on l'a fait uniquement ici à Lausanne. Et puis on s'est rendu compte que en termes d'activité pure, en termes simplement d'injection, il y avait à peu près 6% de nos patients qui étaient des patients qui recevaient un radiopharmaceutique à base de gallium 68. Et puis on a vu que ça faisait à peu près 5% de la dose globale aux mains des travailleurs qui était due à ce même gallium 68. D'accord. Donc ça reprend un message que je vous ai déjà donné, qui est le gallium 68, il n'est pas plus méchant que les autres. Actuellement, je vous ai dit au début qu'il y avait un autre isotope qui nous interpelle, c'est le lutetium 177. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici, alors c'est un peu l'explosion du nombre de patients. Je crois que si on pouvait en mettre 2 par lit, on le ferait, parce qu'on a beaucoup d'activités. Et, et c'est un peu le cas partout en Europe. Enfin, on entend dans ce groupe Rados beaucoup de gens qui disent ah mais le lutetium, on aimerait des infos, on s'y met et autres. Bon, alors là, on avait aussi d'autres problèmes qui se présentaient. Déjà, c'était les quantités de radioactivité manipulées par patient étaient tout d'un coup explosées. Alors, puisque vous avez un patient, il reçoit 4, 5 fois 7 gigabecquerels, donc ici, je vois que les équipes de radiopharmacie font des synthèses avec 15 gigabecquerels. Donc, ça va tout de suite très, très haut en termes d'activité. Et puis, par contre, on a, en termes d'énergie, des photons et des électrons, on a des énergies beaucoup plus basses qu'avec le gallium. Donc, on ne savait pas trop à quoi s'attendre avec ce lutetium. On s'est dit, on fait pareil que le gallium 68. On lance une petite étude, on prend un site, on se met des dosimètres sur les doigts. On trouve des collègues assez sympathiques pour accepter de travailler avec une, deux, trois paires de gants supplémentaires. Et puis on regarde ce qui se passe. C'est ce que vous avez sous les yeux. On l'a fait ici dans l'équipe de radiopharmacie à Lausanne. Et puis, alors ces données-là, elles ne sont pas encore publiées. Enfin, elles seront mélangées à plein d'autres données européennes pour qu'on puisse en dire un mot. Et ce qu'on voit, c'est surtout peut-être l'attention qu'il faut avoir, c'est sur l'axe vertical. Parce qu'avant, on avait des millisieverts, enfin milligrais, par gigabecquerel pour le gallium 68, puis là, on a des micrograis. Donc, on est à peu près 100 fois en dessous euh, des doses qu'on voit avec le gallium 68. C'est un peu surprenant du point de vue des quantités euh, qui sont manipulées. Mais après, c'est vrai que si on réfléchit à ces énergies et puis au blindage qu'on utilise, il y a une certaine logique, quoi. Mais les niveaux d'exposition qu'on a jusqu'à maintenant, mesurés ici à Lausanne avec le lutetium 177, c'est beaucoup moins de doses aux mains que avec le gallium 68. Tout ce qui est en plus, là, vous voyez en bleu, c'est tout ce qui est au laboratoire de radiopharmacie. Tout ce qui est en orange, c'est tout ce qui est fait par les techniciens de radiologie qui injectent les manips radio, qui injectent les patients. On a été voir un peu les deux. Un message aussi qui vient, c'est qu'on voit toujours que la main non dominante, elle reçoit a priori plus de doses en moyenne que la main dominante. Là, on en est au point où on réfléchit un peu à ça, et puis on a plusieurs problèmes qui se présentent. Déjà, sur les groupes où il y avait des centaines de patients gallium 68 qui étaient attendus par année, il y a des groupes qui étaient en train de se mettre au traitement avec le lutetium, et puis ils attendaient que 1 à 2 patients par mois. Ça, c'était un peu embêtant parce que du coup, si on s'attend à avoir des doses très faibles par patient et un nombre de patients aussi qui reste faible, on va avoir des petits problèmes parce que ce qu'on va mesurer, on va se frotter aux limites de détection de nos dosimètres, puisqu'on a en plus des énergies relativement basses des
des émissions bêta, on va avoir peut-être des problèmes d'étalonnage de nos dosimètres. Enfin, la performance de l'instrument de mesure, elle est un peu remise en question là. Et puis, on voit que là aussi, comme pour le gallium, on peut avoir des variations de pratique d'un site à l'autre. En rajoutant encore un aspect supplémentaire, c'est qu'on voit que les méthodes d'administration aux patients, elles varient d'un site à l'autre aussi, hein. Parfois, c'est par gravité, parfois, c'est des pompes, parfois, c'est un peu mixte. Donc, ou des seringues, enfin, on a vu un peu de tout. Et ça, évidemment, ça implique des variations dans les pratiques, puis ça peut aussi amener de la variation dans la dose que les gens reçoivent au niveau des mains. Donc actuellement, on a décidé de faire un peu comme le Gallium 68. On a demandé à plein de personnes s'ils voulaient participer. Ensuite, on a juste séparé un peu ceux qui avaient beaucoup de patients et ceux qui avaient peu de patients. Ceux qui ont beaucoup de patients portent beaucoup de dosimètres. Ceux qui ont peu de patients portent juste une bague pour pas surcharger la- la- l'organisation des services. Et puis, on a aussi collaboré avec le ANM pour avoir quelques collègues qu'on puisse atteindre quelques collègues qui seraient intéressés à participer. Donc, c'est en train de se faire. Vous voyez qu'on est pas mal. On est à peu près 12 à 13 centres qui travaillent en ce moment même sur des récoltes de données pour le Lutetium 177. En conclusion, voilà, on a eu ces 10 ans après Oramed, quel est l'état de la médecine nucléaire? On a des nouveaux isotopes, on a des nouveaux radiopharmaceutiques, on a des des nouvelles méthodes de travail qui n'étaient pas encore dans la pratique, dans la clinique, dans la routine au moment d'Oramed. Donc on relance un petit peu ces choses-là et puis on se remet à voir ce qui se passe avec le gallium-68 ou le lutetium-177 pour commencer. Message important, le gallium-68, quand l'exposition a normalisé, elle est comparable au F18, elle est comparable au laboratoire et elle est comparable pour les personnes qui administrent les radiopharmaceutiques aux patients. Deuxième message important, tout ce qui avait été dit après Oramed dans les années 2010, c'est toujours vérifié avec les mesures qu'on a fait en début des années 2020. Le lutetium 177, a priori, il est très peu irradiant, mais on ne peut pas en être sûr parce qu'on n'est même pas sûr que nos dosimètres actuellement sont suffisamment performants pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, on doit aussi travailler sur des problèmes de routine clinique, mais aussi travailler sur des problèmes de métrologie et de performance des dosimètres qu'on a à disposition. Voilà, j'aimerais, pour finir la présentation, vraiment remercier toutes les personnes qui ont été euh, convoquées et puis qui ont accepté de participer à la récolte de mesures parce que pour l'avoir fait aussi en montant, c'est vraiment pas pratique. Et quand vous avez des préparateurs ou des pharmaciens qui acceptent de mettre tout un tas de gants et tout un tas de dosimètres collés dessus pour aller travailler dans des isolateurs, alors je leur tire mon chapeau et je leur dis merci parce que sans ça, on ne pourrait pas vraiment avancer sur ce genre de sujet. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions sur le sujet. Merci Nicolas pour cette présentation vraiment très complète et puis très instructive parce que, comme tu l'as dit, gallium et lutécium sont deux isotopes qu'on utilise de plus en plus ces dernières années. Et puis, on l'a vu aussi, il y a très peu de données bibliographiques qui ont été publiées sur les dosimétries. Donc, c'est vraiment des résultats très, très, très importants pour tout ce qui manipule les radiopharmaceutiques au gallium et au lutécium. Il va nous rester une grosse dizaine de minutes pour des questions. Donc, allez, n'hésitez pas, soit par le chat, soit directement en prenant la parole. Non. Pas de questions. J'en avais une petite question. Tu as parlé d'une différence, vous avez distingué ceux qui font des synthèses de ceux qui font des kits. Est-ce que vous êtes intéressé aussi à ceux qui utilisent les modules de synthèse par rapport à ceux qui font des productions entièrement manuelles pour le gallium? Alors,
on s'y est pas intéressé directement dans le travail de Rados. Mmh. Ça apparaît quelque part, hein. Les gens nous ont dit Ouais. quand ils faisaient des élutions automatiques ou autres, mais c'est pas des données après qu'on a cherché à analyser ou autre. Par contre, ce que je peux montrer, ça, c'est qu'on a fait, on l'a fait au CHUV il y a quelques temps. Là, j'ai préparé une slide en plus en réserve, donc ça va bien. C'était Voilà, on avait fait ça. On avait demandé aux gens de porter des dosimètres sur les mains quand ils allaient faire des synthèses. Parfois avec un automate qui faisait une élution automatisée, et puis parfois quand ils faisaient une élution manuelle. Et puis bah là, c'est ce que vous voyez ici, les points. On voit pas très bien. Un petit souci là. Voilà, ça c'est mieux. Ça on comprend les points que vous avez sous les yeux. Quand vous voyez des points foncés, bleu foncé, c'est les élutions manuelles, les doses relevées à chacune des positions sur les mains pour les personnes qui ont fait des élutions manuelles. Et puis le bleu clair, c'est les doses relevées aux mêmes endroits sur les mains pour les mêmes personnes, mais quand elles travaillaient dans d'autres procédures avec des élutions automatisées. Et puis on voit que la différence entre les deux, elle est complètement absorbée dans la dispersion des mesures. Donc pour nous, la conclusion, c'était qu'il n'y avait pas de différence significative d'exposition des mains quand on travaillait en élution manuelle ou automatisée. Encore une OK. fois, c'est local, hein. Mmh. Ça, c'est uniquement notre laboratoire. Ça n'a pas été comparé avec d'autres pratiques qu'il y a d'autres endroits. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, apparemment pas d'autres questions. Très bien, mais en tout cas, merci Nicolas, pour cette présentation, pour avoir pris le temps de nous exposer ces résultats. Et puis Avec plaisir. merci à tous, d'avoir assisté, à ce webinaire et bah, je vous dis bon après-midi et bonne fin de semaine. Merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au Merci, au revoir. revoir. Ouais.